Aujourd'hui, avec Guillaume, on va vous faire la présentation des nouveautés de PostgreSQL 17. Je te laisse te présenter. Donc bonjour à toutes et à tous, donc, je m'appelle Guillaume Ahmed, donc consultant DBA chez Dalibo depuis quelques mois maintenant. Et moi, Cédric Martin, donc de même consultant chez Dalibo. Donc on est amené à remplir plusieurs missions, donc notamment ce type de présentation. On fait également des formations, du support. Donc pour les nouveautés, on a découpé ça en plusieurs catégories. Donc moi, je vais vous faire la présentation de l'utilisation et de l'administration. Et Guillaume, lui, va s'occuper de la partie sauvegarde, réplication, supervision, performance et les régressions. Donc PostgreSQL 17 qui est sorti donc, en septembre 2024. Le développement a débuté en juin 2023. Donc avant d'avoir la version finale, il y a 3 versions bêta qui sont sorties, avant d'avoir une version release candidate, puis la version finale le 26 septembre. Donc pour ça, il y a également un feature freeze qui intervient au mois de mars. Donc à partir de là, il n'y a plus de nouveautés qui sont ajoutées. Tous les efforts sont concentrés vers la sortie de la version finale. Actuellement, on est à la deuxième révision, donc à la 17.2. Et donc c'est des centaines de contributeurs qui ont contribué à cette nouvelle version. Alors pour commencer avec l'utilisation, donc gros paragraphe sur le JSON. Donc première fonction, la fonction JSON Table, qui va permettre de récupérer donc, les informations d'un JSON et de les organiser sous format de vue, qui va ensuite pouvoir être traité. Conjointement à ça, il y a pas mal de nouvelles fonctions de conversion qui sortent, donc qui vont pouvoir permettre de convertir tout ce qu'on récupère. La fonction JSON, elle, va permettre de convertir des chaînes binaires ou des chaînes texte en JSON. JSON Scalar, lui, ça va être les types Postgres en type JSON. Et JSON Serialize va faire l'inverse, il va transformer donc un JSON en chaîne binaire ou en chaîne de texte. D'autres fonctions également, la fonction JSON existe, donc qui va permettre de vérifier donc, si l'expression SQL JSON pass appliquée à l'objet JSON va permettre de retourner un objet ou non. Donc c'est un booléen. JSON query donc, qui va renvoyer l'objet JSON et JSON value qui va renvoyer donc, la valeur contenue dans l'objet. Grosse nouveauté donc, sur le copy. Donc ça c'est quelque chose qui était beaucoup demandé. Donc la nouvelle fonctionnalité onError qui va permettre en fait d'éviter l'annulation forcée d'une insertion à cause d'une ligne invalide. Donc désormais on pourra paramétrer ça avec onError, le passer à ignore, et ça permettra justement d'ignorer les lignes qui sont pas valides. Par défaut ça sera sur stop qui reprendra le comportement historique du copy. Alors là je sais pas du coup si au fond ça va être très lisible. Mais pour l'exemple, donc là sur la colonne non, donc, qui est restreinte à 10 caractères, donc le deuxième item qu'on va vouloir insérer donc, ne va pas passer. Donc si on reprend le comportement historique du copy, donc on peut voir ici qu'on n'a absolument rien qui a été intégré. Par contre, en utilisant onError ignore, on peut voir qu'on a un message qui va nous dire qu'il y a une ligne qui ne sera pas intégrée. Par contre, le reste est bien passé. Ça permet quand même pas. Il y a quand même certaines choses qui vont bloquer. Donc si par exemple il y a une violation au niveau des contraintes d'unicité, la requête tombera en erreur et il n'y a rien qui sera intégré. Ça permet pas de tout faire non plus. Également au niveau des erreurs, donc on va avoir une nouvelle colonne dans pgstat progress copy qui s'appelle tuples skipped et qui va permettre de suivre le nombre d'insertions qui passent pas. Et conjointement à ça, log verbosity, qui quand mis à verbose va permettre justement d'avoir un peu plus de détails sur pourquoi les lignes ne sont pas passées. Alors il faut être attentif parce que si on utilise un fichier qui est de mauvaise qualité, on peut se retrouver avec énormément de messages.
deux options qui évoluent également, donc force nulle et force not nulle, qui jusque-là prenaient en paramètre la liste des colonnes. Donc si on voulait mettre toutes les colonnes, il fallait toutes les lister. Maintenant, ces deux options acceptent le caractère étoile. Donc jusqu'à présent, il était pas possible en fait dans une table partitionnée qui possédait une colonne identity de faire des insertions ailleurs que sur la table parente. Désormais, c'est faisable. Si jamais on veut rattacher donc, une table, il faut juste respecter la contrainte note nulle. Et donc ensuite, il y a une reprise automatique de la séquence. Il sera également possible de modifier l'expression d'une colonne générée, donc, avec l'exemple qui est montré. L'intérêt, c'est qu'une fois que la modification est faite, l'intégralité de la colonne est à nouveau générée. La fonction random, qui permet de générer des nombres aléatoires, acceptera désormais des bornes min et max. Également nouveauté, donc le type intervalle qui va accepter les valeurs plus infinity et moins infinity. Et donc avec ça, la prise en charge qui va avec. Donc par exemple pour la fonction isFinite, elle pourra renvoyer autre chose que vrai maintenant. Et donc si par exemple on veut faire un généré de series avec un intervalle infini, il renvoyera un message d'erreur en disant que c'est pas possible. Il sera également possible désormais d'ajouter des contraintes d'exclusion sur les tables partitionnées. Par contre, il faut que ça respecte certaines conditions. Donc il faut que ça inclue toutes les colonnes de la clé de partitionnement et également que le seul opérateur qui est supporté, c'est l'opérateur égal. Pour l'instant, après, dans les prochaines versions, c'est peut-être quelque chose qui sera amené à évoluer. Donc en résumé, pour ce qui est de l'utilisation, principalement pas mal d'améliorations sur les JSON, ajout d'options sur le copier et pas mal d'outils supplémentaires pour se faciliter la vie. Donc là, je vais passer à l'administration. Pareil, grosse nouveauté pour l'administration, un nouveau fournisseur de collation interne à Postgres. Donc, comme on peut voir dans l'exemple en bas, ça se définit au moment de la création de la base. Je vais commencer par les inconvénients. Donc, le premier, c'est qu'il n'y aura pas de comparaison avancée, donc c'est pas pris en charge. Donc, tout ce qui est comparaison, par exemple, entre caractères avec majuscule, minuscule, accent, pas d'accent. Également le tri linguistique qui ne sera pas disponible. Mais ça, c'est probablement des choses qui seront amenées à évoluer également. Par contre, il propose déjà de meilleures performances que les fournisseurs actuels. Et surtout, le plus gros avantage, c'est une portabilité garantie. Donc en utilisant le fournisseur de collation interne, on s'affranchit un peu des problèmes qui vont avec lorsqu'on fait une migration d'OS. Donc sur ReinDexDB, nouvelles options index et jobs. Donc jusque-là, c'était compliqué au niveau de la réindexation de paralléliser puisqu'il fallait gérer les conflits, puisque les index peuvent être sur plusieurs tables. Donc là, les index sont regroupés par table, ce qui facilite le traitement en parallèle. L'option All avec VacuumDB et ReinDexDB. Donc pour VacuumDB, sera compatible avec Table, Schema et Exclude Schema. Et pour IndexDB, Table, Schema, Index et System, donc qui permet de traiter tous les objets qu'on sélectionne. Le support des triggers sur Index et sur les connexions. Donc là, le nom est assez explicite. Sur les réindex, par exemple, ça va pouvoir être utilisé pour loguer la liste des index sur lesquels le réindex a travaillé. Et pour ce qui est des triggers des connexions, de pouvoir déclencher des comportements définis, donc sur des connexions réussies par contre. Sur les connexions refusées, on ne peut pas travailler. Il sera désormais également possible d'interdire les alters système. Donc ça, la documentation est assez explicite sur le sujet. C'est pas censé être utilisé comme une mesure de sécurité. Ça va plutôt être utilisé pour des outils de gestion externe, comme par exemple quand on utilise Cluster Native. Donc où l'intérêt est de passer par les fichiers de configuration. En parlant d'alter system, donc maintenant il va supporter également les variables personnalisées.
Donc il sera plus cantonné seulement aux valeurs de Postgres, mais également pour intervenir sur les extensions. Un nouveau timeout qui va s'appeler transaction timeout, donc qui va permettre de définir une durée maximale que peut prendre une transaction. Faudra être attentif si jamais vous voulez l'utiliser, parce qu'il faut que l'applicatif derrière sache le gérer. Nouvelle fonctionnalité pour l'outil AMCheck, donc qui avec la nouvelle option Check Unique va permettre de détecter les violations de contraintes d'unicité au niveau des index. Il sera également possible avec la nouvelle fonction donc PG Buffer Cache Evict qui prend le numéro de buffer en paramètre de sortir des blocs du cache. Donc là l'intérêt ça va plutôt être pour faire des tests de performance sur les requêtes, éventuellement en sortant volontairement des blocs du cache. Le paramètre HugePage Status, donc qui va permettre avec un HugePage Status, avec un show HugePage Status de savoir si des HugePages ont été attribués ou non. Donc là, l'intérêt, c'est si les huge pages sont définis à try. Et donc ça retourne true ou false. Et l'intérêt, ça va être principalement si on n'a par exemple pas accès au paramétrage du système. Également un nouveau rôle PG Maintain qui va permettre d'attribuer à des utilisateurs les droits sur les opérations de maintenance. Donc par exemple tout ce qui va être vacuum, analyze, le rafraîchissement des vues matérialisées. Parce que jusque-là en fait il n'y avait que les propriétaires des objets qui avaient la possibilité de faire ça ou les super utilisateurs. Maintenant avec le rôle PG Maintain, on pourra plus facilement gérer ces opérations de maintenance. Donc résumé sur l'administration, donc principalement le nouveau fournisseur de collation qui va quand même bien faciliter les choses, surtout au niveau des migrations d'OS. Pas mal de nouveaux paramètres également et des nouveaux triggers qui vont permettre de faciliter l'administration de façon générale. Donc pour la suite, je laisse la main à mon collègue Guillaume. Merci Cédric. Alors côté sauvegarde, en V17, Postgre maintenant intègre de manière native avec l'outil PG Base Backup les sauvegardes incrémentales et de nouvelles options au niveau de pgdump, pgdumpall et pgrestore. Donc on va voir ensuite un peu en détail la partie PG Base Backup, mais pour la partie pgdump, pgdumpall et pgrestore, l'option filter est arrivée, où vous pouvez mettre en argument un fichier texte dans lequel vous allez pouvoir avoir la liste des tables et des éléments à inclure ou à exclure de manière explicite. Ça vous évite d'avoir toute une chaîne d'arguments -petit t, -grand n, etc. Ça va grandement faciliter l'exploitation de ce type d'opération. L'arrivée d'options exclude extension qui permet donc d'exclure l'extension au moment du restore notamment. Et le transaction size qui va être intéressant quand vous allez avoir typiquement un batch avec plusieurs requêtes exécutées en même temps. L'idée c'est de regrouper ces requêtes. Par exemple, vous avez un fichier texte de 20 requêtes, vous l'exécutez en une seule fois, vous allez consommer énormément de mémoire. Avec le transaction size à 5, vous aurez donc 4 transactions qui seront générées pour optimiser un peu la gestion de mémoire. Donc côté sauvegarde incrémentale, elle va se baser donc sur une sauvegarde complète, donc avec le manifeste. Et sur une nouvelle feature qui est arrivée en 17, le sommaire, le résumé des walls. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de tracer toutes les modifications de blocs qui ont eu lieu dans l'instance. Et donc PG Base Backup va se baser sur cette information-là pour créer la sauvegarde incrémentale. Ensuite, vous allez pouvoir combiner tous les backups que vous avez fait donc avec la complète et les différentes incrémentales pour obtenir quelque chose de cohérent et vous permettre de restaurer votre instance. Donc en résumé, de manière native, avec PG Base Backup, on va faciliter et optimiser les opérations de sauvegarde pour les instances volumineuses avec les sauvegardes incrémentales. Attention toutefois, si vous avez une instance qui a beaucoup de mouvements de données, il se peut que l'incrémentale ne soit pas aussi pertinente que ça. Si vous avez beaucoup de blocs modifiés, elle sera tout aussi volumineuse qu'une sauvegarde complète. Donc à garder en tête. Et donc de nouvelles options pour les sauvegardes restauration logique. Et petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Pensez à tester régulièrement vos sauvegardes.
Ce point d'humour ne fait jamais n'importe quoi. La réplication. En V17, maintenant, on va pouvoir supporter les failover des slots réplication logiques. Ça, c'est une bonne amélioration. Ce qui fait qu'il faut créer votre slot de réplication logique avec un paramètre spécifique, le failover à true. Ça va vous permettre de créer votre slot de réplication logique sur le primaire, physique. Il sera répliqué sur votre secondaire, physique. Et lors d'opérations de switchover, etc., vous pourrez refaire pointer votre subscriber directement sur le secondaire, sur le nouveau primaire. L'apparition de nouvelles colonnes pour PG Replication Slot, Inactive Since et Inactivation Reason, qui vous permettent de savoir depuis quand un slot de réplication n'est plus actif et quelles en sont les raisons. Et l'outil PG Create Subscriber qui vous permet de convertir un réplica physique en réplica logique. Donc ça ouvre la main à pas mal d'opérations intéressantes. Donc en résumé, côté réplication, excusez-moi, un souscripteur peut suivre un nouveau primaire sous condition, donc la création du slot réplication avec le failover à true, notamment. Le cas d'un failover doit être étudié. Alors effectivement, vu qu'on part sur une réplication physique à la base, si vous êtes en réplication asynchrone, il se peut que si votre primaire tombe, vous n'ayez pas toutes les informations commit du primaire envoyées sur le secondaire. De fait, si vous basculez votre réplica logique sur celui-ci, vous pourriez avoir de la perte de données. Dans ces cas, il faut étudier. Et donc avec PG Create Subscriptor, ça va faciliter, optimiser les opérations de création de souscription. Côté supervision, donc l'arrivée d'une nouvelle vue, PGStat Checkpointer. Historiquement, ces informations-là étaient stockées dans la vue PGStat BGWriter. Donc à partir de la V17, les informations en lien avec le checkpointer ont été spécifiquement mises dans cette vue. Les informations en lien avec le background writer ont été mises dans la vue, sont restées dans la vue PGWriter. Et pour le reste, tout est dans la vue PGStat.io. Donc les nouvelles colonnes pour PGStat Progress Vacuum qui vous permettent de connaître lors d'un vacuum les opérations sur les index, combien d'index ont été traités et combien il reste à traiter. Et la nouvelle vue PG Wait Event, qui est une sorte de catalogue où vous avez le code d'événement d'attente, sa description, enfin son nom en clair et sa description. Ça vous permet dans le cadre de supervision ou d'exploitation de vos environnements, d'avoir une définition un peu plus explicite des événements d'attente. Donc en résumé, côté supervision, donc pas mal d'optimisation et d'amélioration. Pareil, pensez à mettre à jour les outils de supervision et d'administration pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles colonnes et des vues. Tous les outils n'ont pas forcément toutes les nouvelles colonnes, etc. Donc pensez à mettre à jour. Côté performance, on a un regroupement des I/O. Alors PostgreSQL ne faisant pas de direct I/O, on a cet effet de double buffering où vous avez des données en cache Postgre, en cache système, et parfois les allers-retours, sous certaines conditions, peuvent dégrader les performances. Alors depuis la V17, une nouvelle API a été mise en place avec des fonctions spécifiques qui fournissent au code client un callback qui va énumérer la liste des blocs à lire, plutôt que de faire des appels à chaque fois pour récupérer, avec la fonction spécifique readBuffer, récupérer les blocs. Alors cette opération-là ouvre la porte à pas mal d'opérations, les lectures asynchrones, les prefetching, etc. Et c'est déjà implémenté d'ailleurs avec le code analyze en V17, avec la fonction PReader au niveau du code. Donc grosse amélioration côté I/O. Suppression de la limite mémoire côté vacuum, limitée historiquement à 1 giga. Cette limite a été enlevée. Amélioration aussi au niveau de la gestion du vacuum, comme à chaque fois. Comme toute zone mémoire, à partir du moment où il n'y a plus de limite, restez vigilant sur sa consommation et sur la taille qu'on va lui donner. De nouvelles options concernant Explain, donc Memory et Serialize. Memory va vous permettre de connaître la quantité de mémoire utilisée par l'optimiseur. Et Serialize va vous permettre de connaître le temps et le coût pour obtenir toutes les données sur une requête complète. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va permettre aussi de connaître le coût de décompression et de lecture des toasts, qui va permettre de débugger beaucoup plus clairement toutes les requêtes et potentiellement taper sur les doigts des développeurs.
et optimisation de quelques requêtes de SQL. Donc les CTE, maintenant, les nœuds ont conscience des statistiques des CTE, donc pour optimiser les requêtes. Les closings ont été améliorés également, notamment. Donc en résumé, amélioration de la gestion des I/O avec des perspectives de mécanique très intéressantes. Limitation du vacuum levé et les informations complémentaires sur Explain qui sont pour le coup aussi très intéressantes. En termes de régression, pas mal de paramètres ont été supprimés. Donc le Hot Snapshot Threshold qui permettait de maîtriser la durée de vie d'une requête, connu pour des problématiques de performance et des petits bugs, a été supprimé. Le Trace Recovery Messages n'étant plus nécessaire, a également été supprimé. L'extension AdminPack, qui était surtout utilisée dans le support de PGAdmin 3, a été également supprimée. Et la fonctionnalité utilisateur par base historique à PostgreSQL a été également supprimée. Donc vous avez la liste ici des contributeurs qui ont permis de produire les différents documents concernant la nouveauté PostgreSQL 17. Merci à eux. Et nous avons donc des workshops sur la VI 17 disponibles aux dates suivantes. N'hésitez pas à vous inscrire. L'adresse ici présente. N'hésitez pas à envoyer un mail dessus. On sera un plaisir de vous répondre. Attendez, ne bougez pas. Merci à vous. Pour les photos, pour le mail, et le QR code qui vous donne accès donc, aux fichiers qui nous ont permis de dresser tous ces éléments-là. Merci camarades. Le workshop, c'est quoi? C'est un moment privilégié où on permet d'échanger avec nous sur les nouveautés de PostgreSQL 17, avec des collaborateurs sympas. N'hésitez pas.